Donc, nous avons le plaisir pour cette table ronde d'accueillir de jeunes chercheurs et chercheuses autour de la question donc, des défis de l'égalité, des questions de discrimination et de stéréotypes. Donc, nous accueillons Gonçalo Cerda Benito, ensuite, Florent Chaussière, Céline Dantella. Alors, je ne vois pas forcément tous vos noms, ils ne s'affichent pas forcément tous. Ensuite, Louis Herbe, donc c'est bon, je vois votre nom, et Mathilde Leborgne. Très bien. Donc, ravie de toutes et tous vous rencontrer aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va vous laisser présenter chacun à votre tour, puisque peut-être on ne vous connaît pas toutes et tous, vos thématiques de recherche, votre approche de recherche pour à peu près 5 minutes. Et puis après, on va on va vous poser quelques questions, peut-être des questions un petit peu parfois transversales qui peuvent s'appliquer à tous vos sujets de recherche. Et puis peut-être parfois des questions un petit peu spécifiques, mais bien sûr, toutes les personnes ici présentes sont bien sûr les bienvenues pour poser des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez vous manifester dans l'onglet « Converser ». Et puis aussi, parfois, vous savez, vous pouvez lever la main, mais alors c'est peut-être un petit peu moins visible puisque nous sommes nombreux, il y a 3 écrans, donc je ne vous vois pas toutes et tous. Mais on essaiera de garder un œil sur l'onglet « Converser ». Pardon. Donc, on va peut-être, si vous le permettez, commencer en fait en prenant dans l'ordre alphabétique. Donc, ce sera à Gonçalo de faire le premier sa présentation. Donc, Gonçalo, vous êtes doctorant au laboratoire Ville, Mobilité, Transport et vous faites un travail sous la direction de Claire Hancock et Sandrine Węgleński, sur un travail qui s'intitule « La mobilité quotidienne des parents solos en Île-de-France, le poids du genre et le rôle de l'espace dans la gestion des contraintes familiales ». Donc, je vous laisse la parole. Super, merci. Donc voilà, c'est Gonçalo Cerda Benito. Donc là, je suis à la fin de ma deuxième année de thèse, une deuxième année un peu particulière, mais pour tout le monde. Et voilà, je fais ma thèse. C'est une thèse en urbanisme et aménagement, mais je croise des champs de recherche, des études de la mobilité, ainsi que des études de genre. Alors, pour expliquer un peu rapidement mon sujet de thèse, je vais faire comme quand on me demande des personnes un peu extérieures à mon entourage scientifique sur que je travaille. Donc, normalement, je cite la première partie du titre de ma thèse, voilà, de mon titre provisoire. Je dis que je travaille sur la mobilité quotidienne des parents solos en Île-de-France. Ensuite, pour donner plus de précision, je dis que j'étudie les déplacements de tous les jours, peu importe le mode de transport utilisé, que je m'intéresse aux personnes qui ont des enfants, c'est-à-dire les parents, et plus particulièrement aux parents qui élèvent seuls leurs enfants la majeure partie du temps, en les comparant aussi aux parents qui sont en couple. Je dis aussi que je fais ça depuis, que j'ai une approche de genre ou une approche féministe, ou au moins j'essaye. C'est-à-dire que pour établir mon sujet, je suis partie du constat des différences hommes-femmes, et en particulier des différences dans la réalisation du travail domestique. Et donc, je pars aussi des théories dites féministes qui expliquent toutes ces différences. Et pour finir, normalement, j'ajoute que comme j'ai une formation d'urbaniste à la base et que la question de l'espace m'intéresse fortement, je cherche à comprendre ce qui se passe dans les différents espaces de la métropole francilienne, parce que ma thèse porte sur l'Île-de-France, en fonction de leur densité urbaine et de la proximité aux services. Donc, comment je fais ma thèse? C'est peut-être une partie simple à expliquer. J'utilise des méthodes issues des sciences sociales en combinant une approche quantitative et une approche qualitative. Donc, comme on a pu voir avec les présentations précédentes. Concernant le volet plus qualitatif, j'analyse statistiquement les résultats d'une enquête de mobilité qui s'appelle l'enquête globale des transports, qui a été réalisée en 2010. La plus récente n'est pas encore disponible et je ne pense pas qu'elle sera disponible tout de suite, vu les contraintes qu'il y a eu cette année. Mais cette enquête recense l'ensemble des déplacements de toutes les personnes dans le même ménage
ainsi que certaines caractéristiques des personnes et des ménages de certains ménages de l'Île-de-France. Et là, pour cette enquête, il y avait 18 000 ménages interrogés. Moi, de ces ménages interrogés, j'ai pris des familles avec des enfants, enfin des parents avec des enfants, en couple hétérosexuel ou parents solo. Parce que pour des raisons techniques, les couples homosexuels, ils n'étaient pas du tout représentatifs. Voilà, donc j'ai fait une première analyse là pendant mes premières années de thèse avec ces données statistiques. J'ai comparé les déplacements des pères et des mères en couple et solo. Je me suis beaucoup intéressée aux motifs des déplacements pour un peu analyser ces questions, et notamment aux motifs liés au travail domestique ou aux motifs dits domestiques, qui sont les accompagnements des enfants, ou les accompagnements tout court, les achats, différentes tâches administratives, etc. Et ensuite, là, ce que je suis en train de faire, ce qui a été vraiment interrompu par la crise sanitaire, c'est la deuxième partie, un gros volet qualitatif avec des entrées de sens semi-directives que je vais mener avec des parents, des pères et des mères monoparentales, enfin en tête des familles monoparentales d'Île-de-France, avec une situation professionnelle plutôt des classes populaires et voilà, en ce moment, je suis à cette phase. Donc voilà, je pourrais donner plus de détails dans les questions si vous voulez. Après, je voulais aussi préciser, même si ce n'est pas dans mon sujet de thèse, je tenais à parler aussi des autres choses qui font partie de la thèse, mais qui ne sont pas la méthodologie, le sujet de recherche et tout ça. C'est les groupes auxquels on s'intègre. Et en tant que jeune chercheur, j'ai eu la chance de me retrouver dans un groupe dès que j'étais en master, me trouver dans un groupe qui s'appelle Genre Espace, qui fait partie de l'association nationale EFIGIS. C'est l'association des jeunes chercheuses et chercheurs en études féministes, genre et sexualité, que certains d'entre vous et certains d'entre vous peut-être connaissez. Et donc, le groupe Genre Espace a été créé par certains doctorants de la région parisienne, notamment Lucille Biarrot, qui travaille sur l'urbanisme et le genre. Peut-être que vous connaissez ses travaux. Milan Bonté, Anne-Laure Millot, Julia Custodi, parmi d'autres, Daphné Cayol. Et c'est un groupe qui regroupe des jeunes chercheurs, doctorants, mastériens et jeunes docteurs, pour un peu sortir de l'isolement qu'on retrouve dans nos labos où les sujets de genre ne sont pas forcément traités, et aussi pour nous réunir qu'entre nous, sans pas forcément l'interférence des chercheurs plus seniors qu'on trouve dans les congrès et conférences. Voilà. Merci. Merci Gonçal pour cette rapide présentation de votre thèse. On va passer à Florent Chaussière, qui est donc doctorant en géographie au labo ACP, ACP pour analyse comparée des pouvoirs, qui fait une thèse sous la direction de Serge Weber de l'université Gustave Eiffel et de Marianne Blidon de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La thèse va porter porte sur les minorités sexuelles de genre en exil, les trajectoires socio-spatiales de personnes demandant l'asile en France au motif de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc, Florent Chaussière, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui. Oui, je vais juste essayer de faire un partage d'écran. J'ai juste une carte. Ça marche là? Non, il ne me semble pas. Ah, bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas très... Bon, tant pis, on va faire ça. Donc je m'appelle Florent Chaussière, comme vous avez dit, et en fait, je réalise une thèse sur les personnes qui demandent l'asile en France parce qu'ils fuient ou elles fuient des persécutions subies en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc c'est une demande d'asile en fait qui est assez récente, qui a émergé dans les années 90 parce que la Convention de Genève ne dit rien explicitement sur cette demande d'asile particulière. Puisque les 5 critères de la Convention de Genève sont les persécutions liées à la race des individus, la religion, la nationalité, l'opinion politique
ou le groupe social. Et en fait, les personnes LGBT ont été reconnues récemment, enfin, à partir des années 90, comme un groupe social. Donc, c'est une demande d'asile assez récente. Et donc, l'idée de ma thèse, c'est d'analyser les trajectoires socio-spatiales de ces personnes-là. Donc, c'est-à-dire comment, avec le parcours spatial d'un point à un autre, va s'accompagner le passage d'une position sociale à une autre. Et donc, d'analyser comment on a une recomposition des rapports de pouvoir et des inégalités liées avec cette migration et ce cadre très particulier qui est la procédure de demande d'asile. L'idée, c'est de mettre en question l'idée d'une une image forcément libératrice de ces migrations, donc la représentation selon laquelle les personnes qui viennent de pays où elles sont persécutées parce qu'elles sont LGBT, une fois qu'elles arrivent dans les pays entre guillemets tolérants de l'Occident, l'Europe, États-Unis ou particulièrement la France dans mon cas, elles seraient ici libérées. Et donc c'est notamment issu des travaux des géographes féministes qui ont aussi travaillé ces questions, remise en question de cet idéal-là, sur les questions de genre et de migration. En termes de méthodologie, donc là je suis en début de quatrième année, et j'ai fait pendant 3 ans de l'ethnographie dans une association qui est spécialisée sur l'accompagnement à cette procédure de demande d'asile particulière dans le cadre d'une participation observante. Donc, ça veut dire que j'ai été membre de l'association pendant ces 3 ans et j'ai moi-même accompagné des personnes dans leur procédure. Et j'ai également réalisé des entretiens avec certaines personnes en demande d'asile ou réfugiés. Les personnes sont majoritairement, donc là c'était la carte que je voulais montrer, mais juste rapidement, sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, un peu Maghreb. On a également beaucoup de personnes qui viennent d'Inde, Bangladesh, Pakistan. Mais si vous voulez plus de détails sur les nationalités, je pourrais vous en donner dans les questions. Donc les populations en termes de caractéristiques, c'est avant tout des hommes également. Donc que ce soit dans les personnes que j'ai enquêtées ou en fait dans l'association où j'ai fait mon terrain cette année, par exemple, en 2019, 20% des personnes accompagnées étaient des femmes. Et c'est surtout des populations jeunes, avec une moyenne à peu près à 30 ans. Donc je vais juste rapidement développer les 3 grands axes de ma thèse, ce qui guide ma réflexion. Le premier axe, c'est en fait interroger le parcours migratoire et comment on en arrive à demander l'asile sur ce motif-là. Donc l'idée, c'est de visibilité la complexité des parcours en se demandant qui est-ce qui part, à quel moment les personnes quittent leur pays, comment elles quittent leur pays, quelles sont toutes les étapes dans le parcours migratoire avant l'arrivée en France, pourquoi l'arrivée en France et pas ailleurs. Donc, des fois c'est un choix, des fois c'est contraint, c'est subi. Et surtout comment on en arrive à une demande d'asile sur ce motif-là particulier, sachant qu'en fait il y a beaucoup d'obstacles, notamment le premier étant que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent demander l'asile parce qu'elles ont été persécutées en tant que LGBTI. Il y a tout aussi d'autres questions de est-ce que ça va pas nous rendre visibles, est-ce que ça va pas fuiter l'information, ou en fait elles ont peur d'engager une telle démarche. L'idée donc de ce premier axe en fait c'est de remettre en question les catégorisations binaires politiques ou médiatiques, par exemple celles qui vont opposer les migrants économiques entre guillemets et les réfugiés. En fait quand on s'attarde aux complexités des trajectoires individuelles, on se rend compte que ces catégorisations ne tiennent pas parce que les parcours sont beaucoup plus complexes. C'est également remettre en question l'idée d'une trajectoire linéaire. En gros, on aurait une persécution, on fuit, on arrive en France, on demande l'asile. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ne serait-ce parce que déjà, pour pouvoir demander l'asile en France, il faut y arriver, ce qui est loin d'être évident. Donc là, l'idée de ce grand axe, c'est en gros analyser la migration. Le deuxième axe, c'est analyser la procédure de demande d'asile comme une frontière qui a plusieurs couches d'épaisseur. Donc tout d'abord, la crédibilité. En fait, dans le cas de la demande d'asile, les personnes vont devoir convaincre qu'elles sont bien persécutées en tant que LGBTI. Et donc, dans un contexte de suspicion actuelle des institutions vis-à-vis des demandeurs d'asile, en fait, il faut prouver que ce que vous dites, c'est vraiment vrai et il faut prouver que vous êtes qui vous dites être. Donc, dans ce cas-là, en fait, il faut prouver l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ce qui pose de nombreux problèmes, comme vous pouvez vous en douter. Et également, analyser quel est l'impact du statut administratif, en fait, de la précarité administrative sur le quotidien des individus, et notamment sur la façon dont ils vont vivre leur position en tant que minorité sexuelle ou minorité de genre. Ce qui fait la transition avec mon troisième axe, c'est en gros analyser une sorte d'autonomisation en tension en France quand on fait face à des marginalisations multiples. C'est-à-dire comprendre la situation de minorité sexuelle ou minorité de genre en France quand on fait potentiellement face à des discriminations multiples pour différentes raisons ou différentes sources d'inégalité.
une des premières questions, c'est interroger comment en fait on gère le statut minoritaire dans les espaces sociaux transnationaux. Ça veut dire comment on gère les liens avec les personnes de son pays qui sont en France, mais aussi avec les liens des personnes qui sont encore au pays qu'on a quitté. Et en fait, c'est assez complexe puisque certains continuent encore de gérer ça de façon très minutieuse, enfin, on a un contrôle de l'information. Ensuite, l'idée est de penser la position minoritaire, donc qui fait une minorité sexuelle et une minorité de genre, à l'aune d'autres rapports de pouvoir, donc dans une démarche intersectionnelle, par exemple, en accordant une attention particulière au statut administratif, comme je l'ai évoqué avant, ou par exemple, en fait, le fait d'avoir un statut précaire administratif fait qu'on a peur d'aller voir la police. Donc, on ne se sent pas légitime à aller chercher une protection si on a des problèmes en France en tant que LGBT, par exemple. Et donc, ces enjeux de discrimination croisée, j'essaie de les saisir notamment à l'aune des pratiques de l'espace urbain qui vont donner à voir cette tension. Et l'idée, c'est notamment en enquêtant sur un terrain qui est à Paris, c'est de remettre en question la représentation qui circule souvent que en fait, les grandes villes seraient des refuges pour les minorités sexuelles et les minorités de genre, alors qu'en fait, dans le cas de ces personnes-là qui rencontrent de multiples obstacles ou de multiples problèmes, ben, pour eux, la grande ville, à Paris, n'est pas forcément n'est pas forcément un espace refuge. Donc, pour synthétiser, en fait, l'idée de ma thèse, c'est de penser les inégalités et les discriminations à l'aune de la complexité des positionnements individuels et des trajectoires biographiques, et voir en fait comment la migration s'accompagne d'une reconfiguration de la position minoritaire qui fait qu'on n'est pas dans une idée de libération une fois qu'on est en France et qu'on est réfugié. Voilà. C'était un peu rapide, mais j'espère que y aura au moins des pistes d'analyse ou de questions. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation très très riche. Donc nous allons passer maintenant à la présentation de Céline Dantella. Donc je vais d'abord brièvement vous présenter. Donc vous êtes doctorante en psychologie sociale sous la direction de Marie-Axel Granier. Vous travaillez au sein du LESCO, enfin c'est au sein du LESCO, donc le laboratoire ergonomie et sciences cognitives pour les transports. Et vous êtes également dirigée par Christine Morin-Messabels. Et donc ça, c'était au groupe de recherche en psychologie sociale à l'université Lumière Lyon 2 à Bron. Et votre travail, que nous avons déjà évoqué plus tôt dans l'après-midi, porte sur les femmes au volant et comment déjouer les effets de la menace du stéréotype. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence et merci pour ce fond d'écran, Claire. Je suis donc Céline Dantella, doctorante en psychologie sociale en fin de première année. En quoi cette discipline est utile pour le thème du jour ? Eh bien, en psychologie sociale, nous portons un regard très attentif sur les stéréotypes, justement, et leurs effets et conséquences sur les individus, tels que les préjugés, la discrimination et les inégalités. Dans le cadre de ma thèse, donc en collaboration avec et dirigée par Marie-Axel Granier et Christine Morin-Messabels, nous nous intéressons de très près aux stéréotypes de genre associés à la conduite automobile et leurs potentiels impacts sur les inégalités sexuées de réussite au permis de conduire. En effet, comme l'évoquait Marie-Axel tout à l'heure, le taux d'échec au permis de conduire est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Et c'est ce taux d'échec inéquitable qui nous questionne. Et c'est à l'issue de ce travail doctoral que nous allons tenter d'identifier une partie des facteurs explicatifs de ce taux. Donc, dans un premier temps, nous supposons que les inspecteurs et inspectrices du permis de conduire ont, comme nous tous, toutes intériorisé massivement les stéréotypes de la femme au volant, qui dit qu'elle est incompétente au volant. Et de par cette intériorisation, il et elle pourraient orienter volontairement et ou involontairement leur évaluation en se basant sur ces stéréotypes, en formulant des préjugés, en fait. Je dis bien involontairement parce que cela peut être le résultat tout simplement de biais, donc pas de leur faute. Donc c'est l'un des premiers facteurs explicatifs que nous souhaitons explorer. Et dans un second temps, il y a un deuxième facteur explicatif potentiel de cet échec plus important chez les femmes, qui est, et que nous supposons être la menace du stéréotype. Donc ce phénomène de menace du stéréotype qui intervient dans beaucoup de domaines, que
ce soit professionnelle, sociale, scolaire, traduit le fait qu'une personne stigmatisée, victime d'un stéréotype, lorsqu'elle est évaluée, pourrait en fait avoir peur, ressentir une peur de confirmer ces stéréotypes. Donc nous l'appelons menace du stéréotype parce que les personnes peuvent se sentir menacées par les stéréotypes qui pèsent sur elles, malheureusement. Donc cette peur de les confirmer pourrait amener davantage de stress ou d'anxiété et entraînerait de fait une baisse de performance. En tout cas, tout le pan de recherche sur ce phénomène démontre cela. Donc nous allons investiguer ce phénomène dans le cadre du permis de conduire pour voir justement si les femmes en sont victimes et ainsi expliquer une partie de leur moins bonne réussite, performance durant cet examen. Et tout ce travail d'identification, qui n'est pas inutile, pourrait permettre, l'identification des facteurs explicatifs de cette inégalité, pourrait permettre, être un tremplin vers des perspectives de solutions afin de pallier l'inégalité et puis surtout en fait contrer les conséquences professionnelles et sociales qu'elle peut avoir, c'est-à-dire si l'accès, la réussite au permis de conduire semble plus difficile pour les femmes, leur accès et leur insertion dans le monde professionnel et social le seront aussi. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Merci Céline donc, pour la présentation de votre travail qui promet d'être très intéressant. On va maintenant accueillir Louis Herbe qui est doctorant en économie au laboratoire Érudite de la fédération TEPP, donc la théorie et évaluation des politiques publiques, qui fait une thèse sous la direction de Yannick Lorty et de Thomas Breda. Et la thèse s'intitule « Écart salarial selon le genre des diplômés, effet de la ségrégation scolaire ou professionnelle ». Donc, Louis Herbe, c'est à vous. Merci. Alors, je vais juste vous présenter du coup une partie un des chapitres en fait, qui porte justement sur la ségrégation lors de l'insertion professionnelle. Mais plus généralement, je travaille sur les ségrégations entre femmes et hommes à différentes étapes lors du parcours scolaire, lors de l'insertion professionnelle et puis par la suite en emploi en règle générale. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais essayer de présenter très rapidement. Normalement, vous devriez le voir. Alors, ce sont un travail de recherche qui est mené avec Anne Boring de l'Université de Rotterdam. Les inégalités salariales sont toujours très fortes dans la plupart des pays. Pourtant, alors que les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes dans la plupart des pays de l'OCDE, les inégalités salariales restent très importantes et ce, dès l'entrée dans la vie active. Alors, l'une des pistes, c'est justement de s'intéresser au rôle du système éducatif. En effet, les disciplines scolaires, éducatives, continuent d'être fortement différenciées selon le genre et ne sont pas du tout de limite, malgré la situation des formations à l'université. On va ici parler de la ségrégation professionnelle. Alors, c'est un terme qui est issu de la littérature scientifique qui correspond à une séparation de fait, c'est-à-dire une situation tout simplement de non-mixité. Dans les recherches en économie... Excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien, il y a comme un écho. Peut-être c'est les écouteurs qui sont mal branchés ou si vous pouvez mettre des écouteurs, je ne sais pas. Je peux essayer de mettre des écouteurs, mais ça prend même un peu. Je ne peux même pas avec cet ordinateur. Je vais essayer de me rapprocher, peut-être que vous entendez mieux. Peut-être, ouais. Merci. Donc, j'en étais sur le fait que la ségrégation sur les métiers, elle a acquis un rôle central dans la compréhension des inégalités salariales entre femmes et hommes. Les femmes et hommes n'occupent pas les mêmes métiers, et donc c'est ce qui va se traduire ensuite en termes d'écart salarial. Et des travaux ont montré justement l'origine éducative de cette ségrégation entre les métiers, parce que lors de la recherche d'un emploi, le diplôme va jouer ce qu'on appelle un rôle de signal, et donc selon le contenu de la formation, eh bien,
on va pouvoir chercher à expliquer des écarts professionnels. Or, si la discipline académique, une définition académique, joue un rôle, les étudiantes et les étudiants, ils vont aussi se spécialiser de plus en plus de manière professionnelle durant leurs études, en intégrant une spécialité au niveau notamment du master. Et jusqu'à présent, faute de données, on avait une difficulté à comprendre le rôle de la spécialité. Et donc, cette fois, on va essayer d'exploiter des données un peu originales, qui sont des données menées par l'ensemble des universités françaises chaque année sur l'insertion professionnelle des diplômés d'université, et en particulier des diplômés de master. Donc, chaque année, il y a des dizaines de milliers de diplômés qui sont interrogés dans toutes les universités françaises, des enquêtes qui sont exhaustives, et qui vont permettre, à partir de méthodes économétriques, de méthodes de décomposition, d'essayer d'aller à un niveau beaucoup plus fin pour comprendre ce qui se joue dans la relation entre la spécialité de formation et l'intégration dans le monde professionnel. Alors justement, je vais vous présenter très rapidement quelques données. Tout d'abord pour dire que cette problématique, elle n'est pas que française, même si elle a des spécificités en France. Dans tous les pays actuellement d'OCDE, les femmes continuent de gagner moins que les hommes. On a des inégalités salariales qui sont importantes dès l'entrée dans la vie active, je l'ai rappelé. Et en fait, en fonction de la discipline, vous allez avoir des salaires plus ou moins élevés et en fonction aussi du degré de féminisation de la discipline. On voit ici que si la discipline est plutôt féminisée, eh bien, on va avoir des salaires plus faibles que si elle est mixte et plus faibles que si elle est à dominance masculine. Et même de manière plus fine qu'un homme dans une discipline à prédominance féminine va gagner plus en général, notamment sur les hauts revenus, que des femmes dans les disciplines mixtes. Et également que, inversement, les femmes dans des disciplines plutôt masculines, elles vont gagner moins que les hommes dans des disciplines mixtes. Donc, pour comprendre un peu ce paradoxe, il faut aller à un niveau plus fin, la discipline ne suffit pas et il faut justement utiliser des spécialités. En fait, on constate, là je vous ai pris l'exemple des sciences de gestion, c'est que les disciplines, elles ne sont pas mixtes en fait. Notamment, par exemple, les sciences de gestion, on a l'impression qu'elles sont mixtes, 51% de femmes, et en fait, elles cachent un ensemble de spécialités dans lesquelles les femmes vont se répartir de manière très différente. C'est vrai un peu plus de 20% dans les spécialités de système d'information, à 80% dans les ressources humaines, et que cette différence de spécialisation, elle va se traduire du coup dans les conditions d'emploi, avec une dégradation. Plus la discipline, plus la spécialité va être féminisée, plus les conditions d'emploi vont avoir tendance à se dégrader. Alors, ici, je vous ai mis justement le niveau de corrélation entre les disciplines, les spécialités, puis le marché du travail. À chaque fois, comme je l'ai dit, les femmes ont des conditions d'emploi qui sont plus défavorables que celles des hommes. Que jusqu'à présent, on arrivait à expliquer une partie relativement faible grâce aux caractéristiques du marché du travail, des écarts de conditions d'emploi, et que cette spécialité elle-même, c'est-à-dire bien en amont de l'intégration dans le marché du travail, elle va être en capacité d'expliquer autant, voire mieux, sur un certain nombre d'indicateurs, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est une additivité entre la spécialité de formation qui a lieu dans un premier temps, et donc qui sert de signal, et ensuite l'intégration progressive sur le marché du travail avec le deuxième niveau, on va dire, de division professionnelle et de segmentation entre les employeurs et, par exemple, les secteurs d'activité. Donc, toutes ces questions, elles sont essentielles en matière de politique publique, notamment parce qu'elles mettent directement en ligne de mire le système d'orientation. C'est un enjeu qui est majeur et pour lequel les politiques publiques ont en tout cas mobilisé depuis très longtemps des ressources. La loi sur l'éducation de mixité des formations date de 1975. Il y a eu 6 plans depuis pour améliorer la mixité des formations. Et donc, il y a un vrai rôle
que jouent les établissements, les formations dans leur manière de se structurer et dont elles vont produire de la division genrée qui va ensuite avoir des traductions concrètes pour les femmes et les hommes. En l'occurrence, on a plusieurs leviers qui sont maintenant depuis quelques années mis en évidence. Les formations peuvent agir sur leur demande de formation, c'est-à-dire qu'elles peuvent essayer d'inciter davantage les filles ou les garçons à faire des choix d'études différents, notamment avec tout ce qui est théorie des modèles. Elles peuvent aussi agir sur l'offre scolaire, c'est notamment les politiques de quotas ou d'affectation. Et puis, ce n'est pas uniquement une question de responsabilité des formations, si ensuite on a des inégalités sur le marché du travail, mais aussi toute la question qui se pose de la revalorisation des métiers à prédominance féminine, et en l'occurrence le fait que les filles et les femmes soient majoritaires beaucoup dans les secteurs publics ou le secteur associatif, pour lequel l'État a un rôle très important, eh bien, va engager ensuite l'ensemble de leur développement de carrière. Je rétablis mon micro. Merci Louis pour cette présentation de votre travail. Donc, nous allons maintenant, il faut que je retrouve, voilà, ouais, c'est bon. Excusez-moi, j'avais perdu l'écran Zoom. Donc, nous allons maintenant accueillir Mathilde Leborgne, alors que je ne vois pas dans mes... Voilà. Très bien, bonjour Mathilde. Mathilde, vous êtes sociologue et vous êtes également ingénieure d'études, responsable du développement des projets et partenariats de la Fédération TEP. Donc, cet acronyme signifie Théorie et évaluation oui, des politiques publiques. Voilà, donc je vous laisse la parole pour présenter vos travaux. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, je suis ingénieure d'études pour la fédération TEP. Donc, ma présentation va peut-être un petit peu différer de la présentation de mes collègues auparavant, puisqu'en effet, je n'ai pas un sujet de recherche à proprement parler, donc je ne suis pas doctorante, mais j'aurai plutôt une vision un peu plus globale et transversale sur les travaux de la fédération TEP, notamment au travers de son axe de recherche qui est spécifique à ces questions d'inégalité et de discrimination. Donc très rapidement, pour vous représenter la fédération TEP, dont Yannick Lorty est directeur et qui a présenté Yoda, une de nos études tout à l'heure. Donc c'est une fédération pluridisciplinaire du CNRS. Notre fédération regroupe 10 laboratoires en France, ce qui représente environ 230 enseignants-chercheurs et une centaine de doctorants, et donc pluridisciplinaires puisque ces professionnels, ces chercheurs sont économistes pour la plupart, mais également sociologues et gestionnaires, ce qui permet d'avoir des approches pluridisciplinaires dans nos études. Donc notre fédération, depuis plusieurs années, est un acteur reconnu sur la question de l'évaluation des politiques publiques et au niveau des thématiques que l'on travaille. Alors au-delà du travail et de l'emploi qui restent des domaines d'investigation privilégiés de notre fédération, nos travaux portent sur tout un tas de sujets. En tout cas, on développe plusieurs axes de recherche au sein de notre fédération. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que l'on fait sur notre site internet, mais voilà, ça peut aller des questions d'environnement et d'énergie aux questions de politique fiscale, par exemple. Mais voilà, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse là, ça va être de vous présenter rapidement notre axe qui est dédié aux questions d'inégalité et de discrimination à travers notre programme de recherche qui s'appelle le GEOD. Et GEOD signifie Groupe d'études sur l'origine des discriminations et sur l'égalité. Deux objectifs dans cet axe de travail, ce groupe de recherche. Dans un premier temps, c'est de pouvoir mettre en évidence, faire des travaux qui vont mettre en évidence les discriminations, donc les mesurer, les quantifier dans un objectif finalement d'objectivation des discriminations. Donc les objectiver sur
dans l'accès aux biens et aux services en différents domaines, bien évidemment les domaines dans lesquels les discriminations seront prohibées dans la loi, et ce en raison de différents critères. Donc ça peut être sur tout un ensemble de critères. Et alors si on prend l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, alors juste rapidement, quand on va faire des travaux de mesure des discriminations, on va essentiellement utiliser la méthodologie du testing que vous connaissez peut-être, mais alors très rapidement. Pour donner un exemple, et on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais si je souhaite m'intéresser à cette question de l'égalité femmes-hommes dans le cadre d'un testing, c'est dans le domaine du recrutement. On va par exemple procéder à des réponses à des offres d'emploi. Et en réponse à ces offres d'emploi, nous allons envoyer des candidats fictifs qui n'existent pas. Donc ce ne sont pas des testings à preuve judiciaire, mais bien des testings scientifiques. Et donc nos candidatures seront totalement identiques, sauf sur un critère qui va les différencier. Et dans le cas qui nous intéresse, ce sera le fait qu'on va envoyer un candidat homme et une candidate femme, et nous allons répéter cette opération un très grand nombre de fois pour ensuite pouvoir comparer les taux de réponse. Donc ça, c'est un premier objectif, en tout cas un premier volet de cet axe de recherche, c'est de pouvoir faire de la mesure des discriminations. Ensuite, il y a un deuxième volet dans notre axe de recherche, c'est l'objectif de développer des travaux d'évaluation de politique publique ou privée, de lutte contre les discriminations ou de thématiques d'égalité. Donc, essayer de voir si très concrètement les dispositifs ou les actions qui sont mises en place par des organisations sur la question de la lutte contre les discriminations ont un impact et quel impact finalement. Donc on pourra y revenir également après si vous souhaitez des exemples, mais je vous invite par exemple à aller voir l'étude que nous avons réalisée avec le défenseur des droits et l'ANCT l'année dernière qui s'appelle Mikado. Et qui concerne une évaluation d'une action du défenseur des droits dans le domaine de la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement. Voilà, et peut-être pour terminer, il est important, je pense aussi, de rappeler qu'au-delà de cet axe thématique, finalement, cette question, en tout cas, cet enjeu de l'égalité femmes-hommes, on va le travailler de manière assez transversale, finalement. Alors, premièrement, parce que c'est un sujet de recherche qui nous paraît particulièrement important, mais aussi puisque les politiques publiques sur l'égalité femmes-hommes sont de plus en plus intégrées et transversales. Et donc, je vais prendre un exemple, mais on s'investit de plus en plus dans le champ d'études de la politique de la ville. Donc la politique de la ville qui est destinée aux quartiers prioritaires et à ses habitants. Et voilà, c'est un exemple, mais la politique de la ville fait de la question de l'égalité femmes-hommes un axe transversal des contrats de ville. Donc en fait, en réalité, tous les professionnels qui travaillent dans les quartiers prioritaires doivent obligatoirement avoir un regard porté sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Donc de fait, travailler sur cet enjeu de la politique de la ville nous amène à avoir un regard global et transversal sur ces questions. Voilà rapidement pour une présentation et on pourra creuser en échange. Merci. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Donc, alors je vois j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions. Enfin, il y a une question dans l'onglet conversé. Peut-être avant de passer, alors je sais pas, je me disais que peut-être avant de passer à des questions plus spécifiques, peut-être sur chaque présentation ou adressées à chaque participant, vous pouvez peut-être aussi au départ poser une question qui vous permettrait peut-être de revenir sur quelques points de vos travaux. En fait, peut-être qu'on pourrait commencer par vous poser une question un peu globale. Qu'est-ce que, selon vous, le genre fait à votre recherche, qui en fait peut être aussi une façon de reformuler ça? C'est, selon vous, comment est-ce que c'est un concept opératoire dans votre travail? En quoi est-ce que
spécificité du genre vient mettre en lumière des inégalités spécifiques. En quoi est-ce que votre sujet est-il un sujet genré? Voilà, c'est une façon de reformuler une question à laquelle vous pouvez répondre selon vos souhaits. Donc, je vous propose peut-être de revenir sur cette question si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole parmi nos intervenants sur cette question, parmi nos invités sur cette question? Non. Je vais bien commencer si personne... Florent, d'accord. Et je crois que Gonçal, après, voulait répondre aussi. Donc, Florent d'abord. Très bien. Merci, Florent. Du coup, dans mon cas, déjà, il faut se positionner sur la notion de genre, parce qu'en fait, j'approche plutôt la question d'hétéronormativité et de cisnormativité, mais en fait, qui sont liés au concept de genre, qui en fait, les concepts de genre incluent aussi l'idée qu'on distingue les individus et qui doit interagir avec qui et de quelle façon. Donc, pour moi, genre, c'est pas tant distinguer hommes et femmes que toutes les normes de genre et de sexualité qui vont avec. Je pense que dans mon cas, donc du coup, ça serait plutôt genre, sexualité et qu'est-ce que ça apporte pour réfléchir à la migration. Déjà, c'est rendre visible des groupes qui ont des particularités qui n'étaient pas pensées comme telles auparavant. Donc, par exemple, le champ des migrations, des queer migration studies dans le monde anglophone ou des migrations LGBT, a mis en avant en fait que dans les études de migration, on pensait pas on pensait que le migrant de base était pensé comme une personne hétérosexuelle, ce qui n'est pas le cas, et à l'inverse que dans les études de genre, en fait, on pensait que les personnes LGBT, quand on travaillait dessus, étaient tout le temps des citoyens de leur pays. Or, c'est pas forcément le cas. Donc, ça met en avant un double impensé pour voir des spécificités de ces groupes. Donc, par exemple, sur des choses très concrètes, parce que l'association dans laquelle je suis travaille aussi sur les couples binationaux de même sexe, avant qu'il y ait la reconnaissance du mariage, enfin du pacte du mariage pour les personnes de même sexe, ça posait des questions de régularisation pour les personnes sans papier qui en fait étaient en couple avec un Français ou une Française de même sexe qu'eux, puisqu'ils n'avaient pas accès quand ça c'était pas reconnu légalement, ça fermait une voie de régularisation. Donc ça révèle des spécificités de certains groupes. Je pense que les approches de genre mettent en lumière des objets qui en fait ont pas forcément été travaillés auparavant ou pas pris de front, mais qui permettent de repenser l'immigration en général. Donc les géographes féministes des migrations portent une énorme attention sur les questions du corps, sur les questions de l'intimité, etc. Mais qui en fait sont des choses qui doivent être pensées pour tous les phénomènes migratoires qui sont évoqués. Et ça permet aussi de porter attention à ça, question du corps, de l'intime, etc. Et moi, mon sujet, c'est vraiment comment on met en public quelque chose d'aussi intime quand les institutions migratoires vous forcent à vous exposer. Ça permet aussi de comprendre les politiques migratoires sur ce qu'elles font aux individus, mais au plus profond d'eux. Enfin, comment ça peut changer les subjectivités et non pas juste penser l'immigration d'un point de vue macro, des grands chiffres ou essayer de trouver des tendances migratoires et voir vraiment ce que ça produit chez les individus. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une valeur un peu heuristique des cas spécifiques qui en fait apportent des nouvelles perspectives. Donc un exemple sur mon cas où le groupe de migrants LGBT+, ça m'a permis de repenser complètement la question du rapport à ce qu'on appelle la communauté nationale en France, parce que c'est pas forcément une communauté, mais les compatriotes, où on a souvent l'idée que en fait, les personnes qui viennent d'arriver, les migrants vont se tourner vers les gens de leur pays pour avoir accès à des ressources. Or, en fait, dans mon cas, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'ils peuvent avoir encore peur des gens de leur pays, même ici en France. Ce qui fait que les gens du pays d'origine peuvent être pourvoyeurs de ressources parce qu'il faut accéder à des ressources quand l'État en fait fournit pas assez d'hébergement, de ressources financières, etc. Mais en même temps, ils sont très méfiants des gens de leur pays en France. Et donc, ça bascule complètement la représentation qu'on pourrait avoir en général dans l'appréhension du contexte migratoire. Ou par exemple, ce qui pourrait être pensé comme des stratégies de solidarité, dans ces cas-là, en fait, ne le sont pas du tout. Par exemple, je connais quelqu'un en Algérien qui m'a expliqué que son cousin qui est ici en France, sait pas pourquoi il a quitté l'Algérie et il sait pas qu'il fait une demande d'asile sur ce motif-là, et donc il pense qu'il est sans papier, et il lui propose souvent, ah, tu veux pas te marier avec telle femme, je sais qu'elle cherche quelqu'un, et comme ça, tu pourrais être régularisé. Sauf que pour lui, ça le coince, parce que du coup, il faut qu'il continue de refuser, mais en même temps, il peut pas dire pourquoi il refuse, mais il faut qu'il s'invente un truc pour faire croire qu'il peut vivre
en étant sans papier, alors qu'en fait, il est réfugié. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir en fait comment dans l'espace social transnational, bah, la norme, enfin l'hétéronormativité, elle a des formes spécifiques qui sont, enfin, l'hétéronormativité se joue d'une nouvelle façon une fois qu'il est en France. Par exemple, avant, la pression en mariage dans son pays était liée à l'âge. Bah, là, elle est liée à la frontière migrante, à la frontière des politiques migratoires, quoi. Ouais. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très riche, en fait, qui permet aussi de faire des ponts avec beaucoup d'autres travaux de recherche qui ont été présentés aujourd'hui. Par exemple, je pense quand vous avez évoqué la question de la relation presque entre l'intimité et le public, la relation au corps, hein, qui fait penser aussi aux travaux de Céline, par exemple, sur l'impact psychologique. Voilà, ça me fait penser à ça. Sur le repenser aussi des questions normatives, ça c'est quelque chose qui est aussi transversal. Enfin, sur la normativité, c'est aussi quelque chose, il me semble, qui est transversal par rapport à vos travaux. Mais peut-être que je ne suis pas là pour monopoliser la parole, je m'en excuse. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Gonçal qui peut compléter, rebondir. Enfin, voilà, et tout, je pense, dans l'idéal, vous pourriez tous intervenir sans que je reprenne. Super. Donc, pour moi, la notion de genre est un point de départ. Déjà dans la conception de mon sujet de recherche que j'ai défini moi-même, bon, bien sûr avec l'aide de mes directrices de thèse. Et du coup, le genre, c'était une notion qui était là dès le départ. Et non pas genre comme différence homme-femme, mais un peu aller au-delà. Même si moi, j'ai peut-être, pour mener le fil conducteur de ma recherche, j'ai une définition plus classique ou plus du féminisme matérialiste de genre, c'est-à-dire la division hiérarchique de l'humanité en deux parties inégales. Mais voilà, ça a été toujours mon intérêt et mon fil conducteur, même si des fois, je me suis un peu dévié. Mais voilà, c'est une notion qui a guidé la conception de mon travail aussi bien que la notion de mobilité quotidienne. Et ça l'a guidé dans le sens où j'ai voulu approfondir et connaître ces différences qui existaient entre les hommes et les femmes en tant que personnes qui partagent l'espace public, mais aussi en tant que personnes qui partagent la vie quotidienne. Et c'est des questions que je retrouve notamment quand je m'intéresse aux familles monoparentales, qu'en fait, on pourrait appeler pour la plupart familles monomarentales. Parce que 4 parents sur 5 sont des mères solo. Et la question de genre, elle apparaît aussi dans toutes les études sur les normes qui sont appliquées aux différentes pratiques et à la conception et la planification des transports collectifs ou de la mobilité en général. C'est-à-dire qu'on voit on voit du genre ou pas dans les enquêtes, dans l'enquête que j'utilise, par exemple, les enquêtes des mobilités quotidiennes, où on voit qu'elles sont faites pour connaître mieux les pratiques des hommes qui travaillent, des hommes actifs, par exemple. Donc, c'est des points où grâce à être partie de cette notion de genre, je peux déchiffrer des choses qui ne sont pas vues normalement et qui, à mon sens, sont intéressantes pour comprendre et la vie de tous les jours et comment la mobilité quotidienne et les transports sont planifiés et sont vécus. Voilà. Je voulais intervenir rapidement. Je sais pas si... Super, vas-y. Rapidement. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez, Claire, justement, par rapport à ce que Florent disait. C'est vrai que dans le cadre du phénomène de la menace du stéréotype, par exemple, le genre permet de voir à quel point les rôles sociaux et les stéréotypes, justement, liés au genre,
peuvent influencer, déterminer des comportements, des ressentis psychologiques et peuvent avoir un poids, une pression sur les personnes cibles et donc alimenter de fait, la question de base, donc de fait les inégalités dans les domaines où les personnes stigmatisées sont évaluées. Et dans notre cas, ce qui peut l'être en fait dans le cadre de la conduite automobile, domaine masculin, est marqué par des représentations sexuelles importantes. Voilà. Du coup, je pourrais rebondir en fait, sur un mot qui est revenu souvent de stéréotypes et d'inégalité. Et c'est une question qui se pose à tous et toutes nos intervenants et intervenantes. Ça va être celle des politiques gouvernementales, en fait. Vous avez tous constaté dans vos travaux, dans vos projets, dans vos études, comment le genre pouvait être source de discrimination. Est-ce que vous avez, dans vos différents domaines, constaté des projets de loi, des idées de la part du gouvernement pour amoindrir, atténuer ou arranger en fait des situations qui sont difficilement acceptables de nos jours, que ce soit pour le permis de conduire, pour les migrations, pour les déplacements des parents solos, etc. Je n'ai pas trop envie de mobiliser la parole. Alors, au niveau de loi ou de projet de gouvernement, alors c'est peut-être pas là-dessus que je pourrais m'exprimer, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'organisations, en tout cas, qui font le constat, en tout cas, de problématiques en leur sein et qui vont avoir une politique assez volontariste pour pouvoir trouver justement des réponses à ces inégalités et qui vont du coup essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais par exemple, on réalise actuellement une étude pour une institution publique qui mène une politique volontariste depuis quelques années et qui s'est rendu compte qu'il y a des écarts de rémunération qui persistaient en leur sein. Et donc, nous, notre objectif, c'est de pouvoir allier une méthodologie quantitative et qualitative pour essayer de voir d'où viennent ces écarts de rémunération et aussi de comprendre où sont les biais. Et ça rejoint aussi la question des stéréotypes dont on parlait. C'est en effet, est-ce qu'il y a des stéréotypes dans le recrutement et dans l'établissement d'une rémunération, mais ce qui est surtout intéressant, c'est à partir de là, si on sait que tout le monde a des stéréotypes et qu'ils ont un impact très fort, c'est à partir de là comment l'institution fait pour poser des garde-fous et prendre en compte l'existence de ces stéréotypes et d'y trouver des réponses. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir à ce sujet? Ou alors on peut passer… Je voulais bien juste… Oui, voilà, Céline et puis Louis aussi qui a demandé la parole. Pour mon cas, enfin, en tout cas, la délégation à la sécurité routière s'inquiète justement de ce taux inéquitable, de ces inégalités. Et même au niveau des inspecteurs et inspectrices, recommande la création de modules en fait, éducatifs sur l'effet des stéréotypes et même de travailler en fait, sur les inégalités de réussite, enfin les inégalités sexuées. Et pour le coup, leur implication est plutôt réelle, car je suis en fait en partie financée par la délégation à la sécurité routière. Donc là, il y a quand même une sorte d'action mise en place pour justement travailler sur ces problèmes. Oui, juste pour compléter, alors sur les parties de politique éducative et puis aussi sur les parties de politique salariale, ce qu'on constate depuis de nombreuses années, c'est qu'on a différentes lois, différents dispositifs qui ont été mis en place avec des effets partiels ou faibles. C'est-à-dire que bien souvent, on est sur des documents qui vont être très généraux, mais pour lesquels, en termes de mesures, on va être tout de suite assez pauvre. Je parlais du plan sur l'égalité de mixité, et la mixité et l'égalité des formations. On est sur, il faut lutter contre les stéréotypes. Concrètement, ça se traduit assez peu dans les faits et dans les formations, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour autant. C'est-à-dire qu'en termes de pratique pédagogique,
il y a un vrai travail à faire. On avait parlé pendant un temps des ABCD de l'égalité. On a la formation des enseignants, la formation continue aussi des enseignants, pas uniquement la formation initiale. On a aussi maintenant des nouvelles thématiques qui sont apparues, la budgétisation genrée, qui a été appliquée notamment sur les questions d'équipement sportif, mais ça pourrait être aussi appliqué sur les formations, à savoir est-ce qu'il y a des disciplines qui sont plus financées que d'autres, sur quels critères, pourquoi, comment, est-ce que ça se fait du coup en faveur des femmes, et également celle, je pense, aux politiques positives qui visent à financer concrètement des compensations, notamment des compensations salariales pour des mesures de rattrapage d'inégalité salariale, notamment dans les métiers à dominance féminine. Donc, en termes de perspectives, il y en a actuellement beaucoup, elles sont de plus en plus riches. Après, il manque encore une étape pour qu'elles s'accompagnent d'une réalité en termes de politique publique. Si je peux rebondir sur la question des politiques publiques, donc il y a ces perspectives. Vous avez parlé, par exemple, oui, des ABCD de l'égalité. Si je ne me trompe pas, il y avait quand même eu une résistance très, très forte de la part de l'opinion publique. Et j'espère ne pas me tromper. Enfin, peut-être pouvez-vous me corriger si je me trompe. Et du coup, c'est aussi une question, peut-être, qui décide de ces politiques publiques? Est-ce qu'il y a des résistances de ces politiques publiques? Parce qu'il y a des perspectives, mais est-ce qu'il y a peut-être des résistances? Est-ce que c'est des choses que les uns et les autres, vous avez pu rencontrer aussi dans vos travaux? Ou est-ce que ce n'est pas une question opératoire pour vous? Voilà, je me demandais si c'est une piste de réflexion possible. Je vois donc que ce n'est pas une piste de réflexion possible, ou si? Non, vous pouvez parler. C'est sans doute une piste de réflexion, mais moi, ce n'est pas du tout dans mon sujet. Mais par exemple, tout à l'heure, j'ai cité le nom de Lucille Biarrot, qui travaille justement sur les politiques, enfin, sur la pratique de l'urbanisme. Et du coup, il y a tout un volet politique publique, urbaine, locale, etc. Voilà, vous pouvez aller consulter ses travaux si jamais ça vous intéresse. Mais enfin, moi, quand je pense aux politiques, c'est vrai que je ne suis pas du tout spécialiste, mais je me dis qu'il faut quand même un budget. La question du budget est importante, alors que c'est un gros manque en France, au niveau de l'État et au niveau des collectivités locales. Et du coup, on en voit les conséquences. Par exemple, on lève le bras pour se tenir à la barre des métros parisiens et on n'y arrive pas si on est petit. Et du coup, si on est une femme moyenne, on n'y arrive pas parce que là, ils ne sont pas bien designés. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut du budget pour réfléchir aux questions et pas que des mots. Je peux dire quelque chose. D'abord, bien vu sur les barres de métro, c'est toute ma vie de ne pas pouvoir les attraper. Mais je pensais aussi à propos de ce que disait Louis Herbe, on a surtout l'impression que les politiques publiques sont contradictoires. C'est-à-dire qu'elles donnent des injonctions, on l'a vu très récemment, sur c'est la grande cause du quinquennat, et puis ne féminisez pas l'expression, attention, l'écriture inclusive va mettre tout le monde en danger. Donc, en fait, la volonté politique n'est pas claire et les mesures sont contradictoires. Donc, de temps en temps, elles vont dans ce qui est pour nous le bon sens, enfin dans le sens d'une lutte contre les stéréotypes, d'une réduction des inégalités. Et de temps en temps, elles ne le sont pas. C'est pour ça que les évaluations très précises sur des champs de recherche limités, comme on le fait en recherche, il me semble que c'est très utile parce qu'on montre très précisément, sur ce champ-là, effectivement, les questions posées par les politiques publiques quand on fait l'enquête, en fait, elle est orientée. L'enquête, quand elle ne prend pas en compte la question du genre, elle prend en compte que le déplacement masculin du travail prioritairement.
le financement des disciplines. Je pense que c'est des formations. Je crois que c'est très important. Effectivement, je pense beaucoup à cette question des inégalités entre les disciplines scolaires et universitaires. Mais c'est vrai qu'on met des gros financements sur des formations techniques professionnalisantes, qui sont quand même les formations qui sont les moins mixtes. Et on ne met pas de... Enfin voilà, sur les formations les plus féminisées, voilà, on considère qu'on peut travailler avec moins de financement. Donc, je trouve que c'est des pistes très intéressantes voilà, et qui montrent qu'il y a une... je pense qu'il y a des... Il n'y a pas une politique publique, il y a des actions de politique publique voilà, qui donc portent des paradoxes et des contradictions comme tous les champs de la société portent des contradictions. Oui, je crois que Florent Chaussière avait demandé la parole. Oui, c'est juste pour un peu compléter aussi avec l'idée là sur le cas de l'asile, c'est quand même très particulier, mais aussi voir que parfois ce qui est pensé comme des politiques ou ce qui peut être des améliorations en termes de lutte contre les inégalités, les stéréotypes, sont aussi parfois à double tranchant. Parce que par exemple pour là l'asile, en fait au début, quand cette demande a émergé, où les gens n'étaient pas du tout formés là-dessus, ils avaient recours vraiment à des stéréotypes pour savoir est-ce que la personne en face de moi est vraiment gay comme il le dit ou pas? Donc, est-ce qu'il porte du rouge à lèvres ou est-ce qu'il a du vernis? Enfin, des fois, il y a vraiment eu des dérives. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des instances de justice européenne et tout qui ont mis en place des cadres pour interdire certaines pratiques. À l'OFPRA, par exemple, maintenant, il y a une référente question orientation sexuelle, identité de genre. Mais en même temps que ça ça formalise aussi une façon de chercher la crédibilité. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas sur les stéréotypes, mais on va passer par d'autres types de questions, on va attendre d'autres normes qui font que c'est quand même, on est toujours suspect en fait vis-à-vis des gens. Et par exemple, un cas un peu révélateur du changement de paradigme où il y a une personne qui travaille à la SNDA qui m'avait expliqué qu'elle considérait que par exemple, si un requérant utilise le terme PD pour s'auto-désigner, eh ben ça va jouer contre sa crédibilité. C'est-à-dire, oh non, s'il emploie des termes péjoratifs comme ça, c'est pas possible. Et en fait, c'est la lutte contre le stéréotype qui va desservir les gens parce que maintenant, le fait que les personnes soient formées contre les stéréotypes vont avoir, en fait, ils ont juste de nouvelles attentes. Et parfois, ça va juste faire que les normes discursives attendues sur comment il faut se raconter pour qu'on soit crédible, elles vont se déplacer. Mais pour la personne qui est en face, alors qu'il peut utiliser PD de façon réappropriée ou je ne sais quoi, ou c'est lié à son histoire biographique, où en fait, il va être rejeté de la même façon que au début, on rejetait les gens pour des stéréotypes tout aussi, sur lesquels il ne faudrait pas se baser non plus. Mais enfin, je veux dire, il faut parfois faire attention, surtout sur l'asile, où en fait, tout est un peu suspicieux et un trop plein de preuves pour en fait vous desservir, parce qu'une fine, c'est la personne en face de vous qui va choisir si elle vous croit ou pas. Et sur une autre question de lutte contre les inégalités, etc., il y a aussi la notion, je ne sais pas comment c'est mobilisé dans d'autres objets, dans les recherches que les personnes ici utilisent, mais la notion de vulnérabilité, qui est de plus en plus utilisée pour l'asile, en fait, pour essayer de trouver, il faut loger en priorité les personnes les plus vulnérables, donc les femmes isolées, les personnes malades, etc. Les LGBT, en fait, c'est un peu complexe, donc du coup, ça dépend un peu de qui est en face de vous. Mais en fait, il n'y aurait pas de vulnérabilité si tout le monde était logé. Enfin, c'est un peu aussi une façon de trier les gens quand on veut pas aller au bout du processus, quoi. Et par exemple, je sais que l'association, parce que la moitié, il faut savoir que normalement le droit il dit que les États doivent loger les personnes qui sont en demande d'asile. En Île-de-France, c'est même pas la moitié des gens qui sont logés par l'État. Et donc l'association est tout le temps en train de faire des lettres à l'OFI pour dire ils font jouer la carte vulnérabilité. Et vous savez, cette personne est homosexuelle, elle ne peut pas convoquer les réseaux communautaires, etc., etc. Où ils utilisent la catégorie comme un truc, une action stratégique d'action, alors qu'en fait, ils savent très bien que la présidente m'a dit on fait ça parce que c'est la guerre entre les associations et les causes, et il faut faire sortir sa cause faire sortir son épingle du jeu. Mais si tout le monde avait un logement, personne ne serait vulnérable. Voilà. Alors que ça peut être pensé comme une politique de lutte contre l'inégalité. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, parce que ça, c'est déjà mieux que ça, que 20 personnes de loger, c'est mieux que zéro, mais il faut aussi penser à ce que ça produit.
Voilà. Juste un petit élément sur les groupes de résistance. On constate quand même que ce sont souvent des groupes politiques. Excusez-moi, Louis, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourriez éventuellement vous rapprocher du micro? Merci. Sur les groupes de résistance, on constate oui, qu'il y a quand même des groupes politiques qui essayent d'agir pour freiner les politiques d'égalité qui sont mobilisées ces dernières années sur ces questions-là. Et donc ça montre bien qu'on a affaire à un enjeu qui est non seulement politique, mais également social, pour lequel, en fait, la recherche scientifique et également les politiques publiques amènent de la critique, en fait, amènent une contestation, en tout cas une description de l'organisation sociale, que cette compréhension de l'organisation sociale, ces critiques qui peuvent être émises en montrant qu'il existe d'autres possibilités de s'organiser socialement, eh bien, elles sont confrontées à une essentialisation des rapports femmes-hommes qui fait que on est face à des groupes souvent qu'on pourrait qualifier un peu de réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi maintenir l'organisation telle qu'elle est, avec les privilèges pour les hommes tels qu'ils sont, avec la stabilité de la langue, parce qu'elle serait intemporelle. Et donc, on est à chaque fois dans des pratiques qui essentialisent le fonctionnement de la société, et pour lequel, en fait, non seulement les politiques publiques ont un rôle, mais également toute la recherche qui actuellement fait l'objet aussi de critiques de la part de ces groupes-là, parce que je me souviens d'un ministre il y a quelques années qui, à partir des modèles de décomposition des inégalités salariales, où on dit qu'on explique les écarts de salaire, par exemple, par les temps partiels, et donc, dans sa bouche, c'était devenu, on justifie les écarts de salaire parce qu'il y a des écarts de temps partiel. Donc, en fait, c'était normalisé. Oui, il y avait un écart des écarts de temps partiel, et donc on ne peut rien y faire. Alors, on l'a compris. Du coup, ce n'est pas une discrimination, vu que c'est un état de fait. Et pour aller au-delà de ça, pour essayer de montrer que d'autres chemins sont possibles, qu'il y a des solutions, qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place des politiques publiques plus riches, parfois plus novatrices sur ces sujets-là, c'est extrêmement difficile parce qu'on est dans des questions sociales, économiques, pour lesquelles il y a des rapports de domination. Merci beaucoup à tous et toutes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public? Sinon, il y a Pierre Vinant qui avait posé une question à Louis Herbe au tout début. Donc, s'il veut peut-être la reposer, c'est le moment, c'est l'occasion. Il a été évoqué tout à l'heure les écarts de rémunération des métiers selon qu'ils sont exercés majoritairement par des hommes ou par des femmes. Mais il y a aussi une évolution dans la féminisation des métiers au cours du temps. Donc ma question, c'était est-ce qu'il y a des travaux qui étudient justement l'évolution de la féminisation des métiers en lien justement avec la rémunération dans ces métiers? Alors, il n'y a pas beaucoup de travaux, notamment parce que les métiers évoluent assez peu ou assez lentement, mais il y en a quand même quelques-uns. Notamment, on a beaucoup de recherches qui ont essayé de comprendre pourquoi les métiers féminisés étaient davantage dévalorisés. Alors, on a beaucoup de recherches en sociologie, également en économie, qui ont montré qu'il y avait un poids historique qui était très important, le fait qu'on avait moins de corporations dans les métiers féminisés, qu'on avait, c'était pas un secteur industriel, donc pour lesquels il n'y avait non plus pas des syndicats forts pour défendre les conditions de travail, les conditions salariales, et que quand il y a eu des changements, comme vous l'aviez cité là sur les questions d'enseignement et de médecine, c'est-à-dire avec une féminisation accrue. Alors, les métiers d'enseignement, c'est un peu particulier parce que c'était déjà des métiers qui étaient relativement féminisés. On voit que ça se renforce encore davantage actuellement. Pour la médecine, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on était sur des disciplines qui sont progressivement devenues mixtes, voire maintenant qui sont assez féminisées. Il y a beaucoup plus de filles, de femmes en première année de médecine maintenant.
Et en fait, ça se fait en parallèle aussi de l'évolution des métiers, c'est-à-dire l'augmentation du salariat dans les métiers de la médecine fait que en fait, les femmes vont pouvoir exercer non plus dans des cabinets pour lesquels les horaires de travail sont compliqués, il faut être dans des secteurs plus ruraux, mais vont pouvoir s'installer en ville, pouvoir avoir des horaires de travail plus raisonnables, et donc vont profiter du fait que les perspectives de carrière deviennent possibles pour elles, et elles vont correspondre à un mode de vie que ne permettait pas jusqu'à présent et que ne permettent pas encore certaines professions libérales. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait une question éventuellement? Bah, visiblement non. Sinon, pour Louis Herbe, j'en aurais une par rapport à la féminisation des métiers qui commence éventuellement par la formation de base. Moi, c'était par rapport à l'ENS, en fait, qui, avec la situation sanitaire, etc., qui n'avait pas pu faire les oraux pendant les concours, et ce qui avait résulté sur une augmentation drastique du nombre de femmes qui avaient été admises. Et du coup, c'était de me demander, en fait, si certaines grandes écoles et certains grands concours, par des discriminations, en fait, empêchaient l'accès total, enfin, l'accès à beaucoup de femmes de pouvoir d'intégrer les grandes écoles. Et si du coup, il n'y avait pas des manières simples de régler ce problème, par exemple en supprimant les oraux, etc. Et si ça pouvait être une idée pour encourager la féminisation de certains métiers après ça. C'est un peu difficile comme question, notamment parce qu'en fait, les recherches sont assez contradictoires sur ce sujet-là. Globalement, pour les concours, je me base sur des recherches aux États-Unis et en France, notamment de Thomas Breda. Globalement, en fait, les épreuves vont avoir tendance à corriger des écarts lors de composition des candidats. C'est-à-dire que si vous avez peu de candidats femmes, elles vont avoir tendance à être plutôt favorisées par les examinateurs, et inversement, si vous avez plutôt peu de candidats hommes, ils vont être favorisés. Et donc, au final, on assiste à assez peu de discrimination directe lors des examens. Après, on constate aussi qu'il y a quand même des écarts selon les types d'épreuves et qu'en fait, les modalités d'examen, du fait des stéréotypes, des compétences genrées, vont provoquer des écarts importants. Je pense notamment au fait que, par exemple, les QCM favorisent plutôt les hommes parce qu'en fait, ils vont avoir tendance à prendre des risques. Et donc, en fait, la modalité va permettre d'être plutôt favorisée. D'ailleurs, on constate aussi que c'est une épreuve qui est très, très utilisée, notamment dans la discipline plus scientifique, mathématique ou physique. Donc oui, les modalités de contrôle de connaissances sont à interroger, mais on n'a pas encore de résultats clairs, et notamment on n'a pas une démonstration massive d'une discrimination, en l'occurrence dans les concours de la fonction publique. Merci beaucoup. Si je peux réagir par rapport à ça, je pense qu'il y a à la fois un effet des évaluateurs, mais comme le dirait bien Céline, on a un effet aussi des évalués, et qu'à mon avis, il y a aussi des effets de menace du stéréotype dans ces situations orales, où la pression ressentie par les femmes peut être plus importante que la pression ressentie par les hommes. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, en plus de discrimination venant de l'extérieur. Il peut y avoir aussi de l'auto-dénigrement, en fait. D'ailleurs, si je me permets de... Voilà, j'ai pris la parole. Je me permets enfin, par rapport à ce que vient de dire Marie-Axel, j'aimerais poser une question à Céline, puisque vous avez évoqué le rapport, on vient de parler du rapport à l'examinateur ou à l'examinatrice. Est-ce que c'est une question que... Donc, j'imagine que c'est une question que vous prenez en compte dans vos travaux. Comment est-ce que vous l'abordez? Enfin, est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet aspect de votre travail? Merci.
Vous voulez dire rapport à examinateur et examinatrice, inspecteur, inspectrice, hein. Bien sûr. Alors, justement, c'est le travail de ma première étude où en fait, on a supposé, comme je disais tout à l'heure, un potentiel préjugé évaluatif de leur part, un préjugé évaluatif genré. Et pour cela, j'ai mené en fait des entretiens. Et à la suite de ces entretiens, en fait, qui nous permettent un petit peu d'avoir déjà, en fait, on va dire, un premier abord sur leur connaissance et leur adhésion des stéréotypes de sexe. Et puis, une deuxième étude sera l'occasion de vérifier, on va dire, le préjugé évaluatif avec un paradigme des juges. Comme Marie-Excel a pu en parler tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été peut-être entendu ou pas, mais ça permet en fait de voir comment l'inspecteur et l'inspectrice évaluent une personne avec le même profil, mais si on fait varier en fait le sexe, est-ce qu'elle va l'évaluer différemment en fait. Et c'est là qu'on pourra éventuellement en fait, mesurer ce préjugé évaluatif. Donc voilà, donc les entretiens vraiment nous permettent d'avoir une bonne lecture de ce qu'il et elle pensent, en tout cas de la conduite automobile des femmes et des hommes, et puis supposer déjà en fait de base avec ses connaissances des biais de confirmation d'hypothèse. Par exemple, un comportement à côté d'une femme, de suite, ça corrobore les stéréotypes qu'ils et elles connaissent. Donc ça peut avoir un impact en fait direct sur leur évaluation et inconscient. Ça, on ne peut pas le vérifier, on peut le vérifier à moitié. Voilà. Merci de votre réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, poser des questions? Je crois, Caroline, non? Mais d'abord, je voulais saluer, j'ai vu Hélène Jacot-Guimbal, je crois, qui était arrivée. Donc, voilà, il me semble. Voilà. Caroline, c'est gentil de montrer à tout le monde que j'arrive à la fin. Ah ben non, c'est au contraire pour dire que malgré... Non, je ne suis pas arrivée avant, pardon, surtout. Tu as fermé ton micro, Caroline. Oui, malgré un emploi du temps chargé, on est ravis que tu aies pu nous rejoindre parce qu'on a terminé un peu plus tard que prévu. Donc peut-être tu auras aussi un mot à dire. Je voulais revenir juste pour la table ronde. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui a été évoqué par plusieurs de nos jeunes collègues, qui est l'aspect collectif de la recherche sur ces questions. Alors, je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais il me semble que dans la lutte contre les discriminations, les stéréotypes dont on peut être victime, etc., et de travailler sur des terrains un peu difficiles et relativement polémiques. On a parlé un peu des résistances, mais on n'a pas trop évoqué cet aspect-là. La dimension collective est très importante. C'est important d'avoir des collectifs qui sont souvent, mixtes ou non mixtes, mais dans la recherche, c'est des collectifs plutôt mixtes. Et je trouve que voilà, il y a une piste aussi autour de ça sur il faut des recherches différentes, donc sur différents domaines, avec différentes méthodologies. Il faut qu'elles se parlent entre elles, mais il y a aussi cette piste de travailler à plusieurs pour trouver une fois que l'analyse est à peu près stabilisée, pour trouver des pistes d'action efficaces. Je ne sais pas si nos collègues, c'était Florent Chaussière et puis Louis Herbe qui avaient évoqué ça, et puis Mathilde qui a une place particulière. Je trouve que c'est intéressant aussi, il n'y a pas que les chercheurs et les chercheuses qui font la recherche, il y a aussi tous les personnels qui sont dans les structures et puis un peu plus loin en centrale qui aident aussi à ce que la recherche se fasse. Je me permets de prendre la parole parce que c'était moi qui avais évoqué au début, qui tenais à évoquer
cette question-là des collectifs, surtout entre jeunes chercheurs qui ne viennent pas de soi parce que, oui, souvent on est un trait doctorant, mais on est un trait doctorant dans notre cercle du laboratoire ou dans notre cercle de la composante où on enseigne, mais pas forcément sur des sujets qui portent sur les mêmes questions, là, le genre, mais par des approches différentes. Donc, je trouve que déjà, cette initiative-là de cette table ronde est intéressante parce qu'on se connaît. Moi, je connaissais que Florent Chaussière, mais parce qu'on travaille sur des disciplines similaires. Mais là, le fait de nous mettre tous ensemble, ça permet aussi de créer un réseau. Et je pense que c'était un des buts de cet après-midi. Donc, voilà. Mais j'invite aussi, s'il y a des gens qui s'intéressent à toutes les questions de réseau avec les jeunes chercheurs, d'aller voir les sites web de l'association Effigie, parce que vous trouverez différents sous-groupes, différents ateliers, des jeunes chercheurs qui s'intéressent à tout un tas de choses. Donc, le groupe Genre Espace, dont je fais partie. Voilà. Oui, si je peux rapidement compléter, en économie, on a un peu cette difficulté sur cette question du genre, parfois, que les premiers travaux étaient uniquement basés sur des hypothèses classiques de rendement, d'efficience. Et en fait, depuis 40 ans, on est irrigué continuellement par la pluridisciplinarité et par tous les travaux en psychologie sociale, en sociologie, qui permettent d'avancer des hypothèses plus complexes, des recherches plus fines pour essayer de comprendre comment vont apparaître des discriminations, comment vont apparaître des stéréotypes. Et donc, il y a besoin de favoriser en permanence cette pluridisciplinarité. Et enfin sur les autres services, alors moi, je travaille à la DARES, donc au ministère du Travail, en parallèle, ce qui fait que y a tout intérêt, je vous invite à mobiliser au maximum les collègues dans les administrations qui ont souvent une expertise sur notamment la question, par exemple, des données, et qui peuvent être des relais précieux pour comprendre pour comprendre des phénomènes, parce que c'est les plus à même de savoir ce qui peut se passer. Ils sont experts sur ces sujets-là. Et également, dans les établissements, je pense aux universités, il y a notamment les observatoires de la vie étudiante qui existent, qui font des études, qui font des enquêtes, qui peuvent mener des entretiens et qui apportent également une connaissance fine de ce qui se passe. Vous avez aussi les services des ressources humaines. Enfin, bref, il y a toute une panoplie d'acteurs qui existent et qui peuvent être mobilisés pour essayer d'avancer sur ces questions d'égalité. Et du coup, oui, moi, venant d'une fédération pluridisciplinaire, je ne peux que confirmer et valider que en effet, les différentes approches et les différents regards ne peuvent être que riches sur ces sujets. Et également en ayant en tête que c'est au niveau de la recherche et de nos propres process et procédures et de la manière dont la recherche est faite qu'on fait évoluer aussi ces questions, et qu'en tout cas cet enjeu se joue aussi. Donc c'est un enjeu qu'on étudie, mais ces questions d'égalité femmes-hommes relèvent d'un caractère finalement systémique, et voilà, on prend également toutes et tous voilà, notre part dans la manière dont c'est fait, et donc la manière dont on pense la recherche collectivement est aussi importante, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? J'ai eu une question en plus, mais est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole sur les thèmes que nous venons d'évoquer, à savoir l'aspect collectif de la recherche? Alors apparemment, je ne vois pas si vous levez la main, donc vous pouvez mettre un petit mot sur l'onglet converser.
Enfin, moi, je peux juste ajouter que je suis tout à fait d'accord avec cet aspect évidemment collectif. Et que la pluridisciplinarité, on voit bien là avec les différents doctorants qui ont parlé, et puis les travaux qui ont été présentés avant, qu'on aurait tout intérêt à élargir encore ce collectif. Il se fait encore de façon assez disciplinaire en fait, hein. Il y a TEP d'un côté, puis il y a les urbanistes, géographes, et puis il y a les psychologues, etc. Mais on voit bien qu'on a plein de choses à se dire, et pas seulement les doctorants, s'il vous plaît, incluez-nous aussi, parce que je pense qu'on peut avoir des choses à discuter ensemble aussi. Donc voilà, Effigie, c'est très bien pour les doctorants, mais je pense que, enfin, il me semble, et je suis ravie de m'en apercevoir, qu'au sein de UGE, on est un certain nombre à travailler ce sujet-là par des bouts différents et qu'à mon avis, on a plein de choses à se dire. Voilà. Tout à fait, c'est vraiment très stimulant. Enfin, je vois qu'en fait, il est 18h23 et je crois que cette table ronde devait durer jusqu'à 18h. Je ne sais pas pourquoi, je pensais 18h30, mais donc en fait, ce que nous venons d'évoquer, je pense que ça peut être une bonne façon de conclure cette table ronde. Le fait que c'était déjà une première et que c'était vraiment très, très bien. Moi, j'ai beaucoup appris, je pense que nous avons tous beaucoup appris et que ce serait très bien d'en faire des rendez-vous réguliers pour se retrouver, pour échanger, en espérant qu'on pourra le faire très bientôt près les uns des autres. Voilà. Est-ce que d'autres personnes souhaitent dire quelques mots en conclusion ou intervenir? Je vais peut-être dire un mot, puis je donnerai peut-être la parole à, d'une part, Isabelle de Calonne, qui fait partie aussi de la mission égalité, qui a peut-être aussi des choses à apporter, et puis Hélène Jacot-Guimbal, notre présidente, qui présidera le comité de pilotage du plan égalité que nous avons à écrire là très bientôt. Mais c'était parfait, Claire, ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Axelle sur le fait que je serais ravie, moi, de continuer effectivement à animer une forme, voilà, un petit peu de faire vivre l'interconnaissance entre les différents acteurs et les différentes actrices de cette recherche sur le genre, sur les inégalités, sur les discriminations. Et tout le monde n'était pas là. Il y a des gens qui ont été sollicités qui ne pouvaient pas répondre. Voilà, je n'ai pas sollicité tout le monde. On a fait ça de manière précipitée, compte tenu des délais, mais voilà, ça nous a permis d'échanger, de nous connaître un petit peu. Voilà, j'avais particulièrement envie d'écouter des gens qui portent des programmes voilà, qui sont reconnus, importants, que je connaissais un petit peu. Mais j'avais aussi très envie de effectivement donner la parole à des jeunes chercheurs et chercheuses qui sont en cours d'évolution de voilà, leur méthodologie, leur champ de recherche. Et je suis d'accord, Marie-Axelle, qu'il ne faut pas nous oublier. Pas de discrimination contre les... Pas de discrimination en fonction de l'âge, merci. Voilà, pas de discrimination en fonction de l'âge, mais n'ayons pas peur d'être humbles et de dire que les jeunes collègues, les jeunes étudiants et étudiantes nous apportent aussi énormément dans ces champs de recherche, que la manière de penser ces questions a quand même beaucoup évolué dans les 20 dernières années, on va dire, et que voilà, et puis que c'est aussi l'avenir. Hein. Donc voilà, les transformations qu'on veut faire, elles sont pour maintenant et pour plus tard, pour la ville de demain, que nous portons tous très haut dans Gustave Eiffel. Donc voilà, je trouve que c'est important et que ça fait aussi partie, il n'y a pas que sur ce champ-là, mais
c'est toujours intéressant de renouveler toutes les méthodologies et de donner la parole à des gens qui ne sont pas encore confirmés, à côté de gens qui sont confirmés, de faire dialoguer tout le monde. C'est intéressant. Alors, j'ai le regret qu'on n'ait pas été en présentiel du fait de la situation, bien sûr. Bon, d'un côté, moi, je me suis bien faite à Zoom. Je trouve que ça a des avantages, notamment de pouvoir réunir des gens qui ne sont pas sur les mêmes sites. Et ça, c'est très précieux dans la construction de Gustave Eiffel. En revanche, je sais bien que ça a un effet sur la prise de parole qui est quand même qui complique encore plus la prise de parole. Et voilà, j'espère que tous les gens qui ont eu la gentillesse de venir écouter, de rester cette longue après-midi, n'auront pas le sentiment qu'on leur a pas donné l'espace dans nos manières de faire pour s'exprimer. Et peut-être je vais laisser le mot de la fin à Hélène Jacot-Guimbal. Alors, c'est gentil Caroline, mais conclure quelque chose auquel je n'ai pas participé, c'est quand même le piège typique, donc je vais essayer de ne pas tomber dedans. Je ne vais pas vous résumer ce que vous avez dit, je n'y étais pas. Je ne vais pas vous dire que vous avez bien travaillé, même si j'en doute pas. En plus, je suis assez d'accord avec toi. Zoom, ça a des tas d'inconvénients, sauf que ça nous permet de se voir vraiment. Et paradoxalement, ça permet aussi de donner la parole à ceux qui la prennent plus difficilement, parce qu'ils peuvent la demander et la prendre naturellement dans l'ordre et pas se faire marcher dessus par ceux qui parlent tout le temps. Donc, moi, j'y vois d'autres avantages. Et voilà, il y a Isabelle qui veut prendre la main après. Sur ce qu'on va faire après avec le comité, c'est vraiment de construire quelque chose qui sera probablement beaucoup plus terre à terre que ce que vous avez évoqué, parce qu'on a des problèmes très concrets à traiter, de RH, d'égalité d'accès à des choses. On va essayer, je pense qu'on va essayer de commencer par la base, mais comme on est une université avec de la recherche sur ces sujets, ça ne serait pas raisonnable du tout de ne pas avoir une vision à long terme que vous alimentez. Donc, moi, je vais faire la partie terre à terre charrue, hein, parce que s'il n'y a pas des processus, des règles, des habitudes qu'on rentre dans la tête des gens, comme ça, ça avancera plus mal. Mais on a absolument besoin d'avoir une vision. Et la vision, c'est des gens comme vous qui la fabriquez. Voilà, donc maintenant il suffit de travailler. Je vois que dans la salle virtuelle, il y a une partie des personnes qui nous ont déjà dit qu'ils étaient intéressés par faire partie du groupe. Et merci beaucoup à eux et elles. Et je suis contente parce qu'il n'y a pas que des dames. Parce que l'égalité vue que par des dames, ça ne me va pas du tout. Donc merci aux messieurs de s'en occuper. Et l'égalité pour eux, ça peut aussi être intéressant parce que ça peut leur apporter des choses auxquelles ils n'ont pas accès d'habitude. Puis après, on aura les autres inégalités parce que vous ne croyez pas que je vais m'arrêter là. C'est fini. Merci. Il y a donc Isabelle qui avait demandé la parole, donc bien sûr, tu peux la prendre. Oui, alors Isabelle Boucalone, je suis aussi dans la mission égalité. Je travaille sur le campus de Lille, sur le plan d'action avec Caroline Trotteau et Karine Marot et Claire. Et bien sûr, j'ai trouvé cet après-midi très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses, notamment avec les chercheurs ou les doctorants. Et c'est vrai que ça me donne envie de continuer et bien de participer au groupe et d'avancer dans quelque chose. Que ce n'est qu'un début, quoi. Voilà. Bravo. Ce n'est qu'un début. C'est un beau mot de la fin. Merci Isabelle. Et voilà, vous pouvez nous envoyer toutes vos bonnes idées pour continuer, pour avoir voilà, pour les prochains événements. Ne vous privez pas de nous solliciter et de nous souffler ce que vous aimeriez qu'on fasse, quel format, de quelle manière. Voilà, il n'y a pas que ça ne peut pas venir que d'en haut, je ne sais même pas si c'est vraiment le haut, d'un seul endroit, on va dire simplement.
Voilà. Merci à tous et à toutes. Si certains sont au Bois de l'Étang, je vais remettre mon masque et voilà, je suis dans mon bureau du Bois de l'Étang si certains veulent passer avant de partir. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.